Hello légende, bienvenue pour notre 7e hors-série stat avec le roi de la discipline, Master Fabs Barreau, alias Lasbar, que vous commencez à connaître. Fab nous fait un état des lieux de son début de saison et je peux vous dire que c'est dense, il a du boulot, c'est bon signe. Puis on enquille pied au plancher avec le débrief de l'Open d'Australie 2022 d'un point de vue stat, pour vous apporter quelques précieux pourcentages applicables dans vos propres jeux. Vous allez le sentir, Fab a à cœur de continuer la démocratisation de la stat dans le tennis. Et c'est une chance pour nous de bénéficier de l'expertise d'un tel passionné qui côtoie et travaille avec l'élite du tennis mondial. Si vous nous avez découvert récemment, on a enregistré 4 clés d'optimisation statistique avec Fab. C'est gratuit et si vous voulez découvrir comment la stat peut changer votre jeu, il suffit de les récupérer, c'est offert en premier lien dans la description. Vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu. Vous allez aussi comprendre comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, comment exploiter le schéma service plus 1, à savoir le premier coup de raquette après votre service, et enfin optimiser la fonction de votre revers. C'est 1h14 de contenu offert. Foncez récupérer ces 4 clés si c'est pas encore fait. Et si vous voulez aller plus loin en passant votre jeu au peigne fin, à l'aide de la stat, et enfin comprendre chiffre à l'appui pourquoi vous gagnez ou perdez vos matchs, vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de 100 € offerts sur notre formation stat. Vous allez découvrir l'outil que Fab utilise pour statser les rencontres de ses clients et leur délivrer des préparations de matchs chirurgicales. Fab nous l'assure, ça permet de gagner en moyenne 15% de matchs en plus, de quoi aller grappiller 2 classements supplémentaires cette saison. La formation est garantie satisfait ou remboursée pendant 60 jours, sur simple demande par mail, alors ne vous privez pas et foncez. Les liens sont en description de l'épisode. Place à ce nouvel hors-série stat avec Fabs Barreau. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Hello Fabrice, comment vas-tu? Mais très bien, mon Max. Et Bon, toi? eh bien ça va merveilleux. Ce lundi matin, c'est la reprise du, non pas le laboratoire de l'Asbar, mais un hors-série stat dédié à l'Open d'Australie 2022, puisque, une fois n'est pas coutume, tu as statsé comme jamais pendant cette quinzaine. On a un plan à vous proposer. Alors, on va débrief dans un premier temps la finale dames, si je ne me trompe pas, avec Collins, qui, selon Fab, est méga importante à analyser, puisqu'elle a une cadence qui étouffe. On enchaînera avec Ashley Barty, qui, elle, a une variété et une puissance qu'il est intéressant de noter d'un point de vue stat. On enchaînera avec le serveur volleyeur des temps modernes, Crécy, Maxime de son. Très intéressant, très intéressant. Et enfin, on terminera par un protagoniste non moins intéressant, Monsieur Raphaël Nadal, plus agressif que jamais selon Monsieur Sbarro, hormis le match de la finale, mais tout ça, on le verra en temps voulu. Fab, est-ce que j'ai respecté le point? Est-ce que tout est bon? Est-ce que tu as quelque chose à Oui, ajouter? on est bien là. Et puis, chaque fois, l'idée, c'est chaque fois donc, de profiler les joueurs, d'expliquer statistiquement leurs points forts et leurs points faibles, pour rebondir sur des optimisations que monsieur tout le monde peut-être, si son style de jeu correspond à celui du champion, utiliser. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de profiler pour que l'auditeur puisse se reconnaître dans certains joueurs et améliorer son style de jeu. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire un peu de l'optimisation du joueur par les champions de l'Open d'Australie. Et avant de commencer, Fab, est-ce que tu peux juste nous faire un petit état des lieux? Est-ce que tu es en carence de sommeil comme d'habitude? Comment as-tu géré ton effort sur cette quinzaine? Alors, même pas la quinzaine, on peut parler depuis le début de la saison, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a eu la TP Cup, la deuxième semaine, la semaine avant de l'Open d'Australie, qui était les qualifs plus 2-3 tournois, et l'Open d'Australie. Donc, c'est clair que là, je me suis mis à l'horaire australien, mais un horaire australien aménagé, je dirais. Je me suis levé tous les matins à 5 heures du mat, alors que les matchs commençaient à 1 heure, donc j'avais 4 heures de retard par rapport au programme que je rattrape avec les replays. Et à partir de là, c'était tous les matins, 5 heures midi, grosso modo, stats. Et à partir de midi, prépa de match pour le lendemain. Donc, c'est un peu le programme. Se lever tôt, faire tous les matchs le matin et les après-midi, préparer les matchs à venir. Donc, c'était un peu le planning. Tu avais combien de clients, d'équipes à accompagner sur cette Australian Open? À peu près 10. D'accord, ok. Donc, ouais, le nombre de clients augmente. Est en constante augmentation. Après, c'est pas 10 de plus par mois, mais un de plus par mois et demi. Et là, maintenant,
vu que j'ai gardé tous mes anciens, eh ben ça commence à augmenter et ça fait plus de boulot. Et surtout dans le début de saison où tout le monde joue. Tu vois, parce qu'après, tu as des creux. Par exemple, style, typiquement là, le début du mois de février, tu as des mecs qui font des pauses d'1, 2, 3 semaines. Donc là je vais avoir pas 10 joueurs par semaine. Mais là, sur les 4 premières semaines, il y avait beaucoup, beaucoup de mes clients qui jouaient. Donc, c'était plein de chez plein, avec des nouvelles collaborations où il faut tout de suite essayer de performer. Et ouais, bien. Et dans l'ensemble, franchement, je suis très content. C'est peut-être un peu gonflé, mais j'ai envie de te dire, comme d'hab, des résultats au-dessus de la moyenne. Parce que maintenant, je me suis fait des moyennes, je sais comment juger mes performances. Et par rapport à ces performances, tu vois, en gros, pour juger les performances, tu as 3 cas de figure quand tu joues un match. Tu joues en perf à ton niveau ou en contre. On est d'accord. Ça, c'est un peu, tout le monde peut se reconnaître dans un schéma. Est-ce que je joue en perf? Après, évidemment, tu as les variantes. Je joue en petite perf ou en petite contre. Mais bref, il faut essayer quand même d'être objectif et de synthétiser. Et par rapport à ça, il y a des ratios. Donc, en règle générale, il y a un certain pourcentage de perf. Donc, après, c'est le pourcentage contraire de contre, puisque ça va être équitable. Et quand tu joues à ton niveau, tu es à 50-50. Donc, par rapport à ces résultats, j'ai des résultats 10 à 15% au-dessus des moyennes, ce qui est une super performance. Donc, globalement, ma saison australienne, pour le moment, a des très bons chiffres avec 10-15% de plus de victoires que la moyenne. Donc, très bon début de saison. J'espère que ça puisse continuer comme ça toute la saison. Mais comme l'année passée à l'Open d'Australie, où ça a tout de suite bien performé, pour moi, cette année, il y a des très bons résultats avec mes clients et je peux que être content, quoi. Je travaille pour ça. Chaque match, je veux le gagner, comme d'hab. Il n'y a pas un match que j'ai pas envie de gagner, que ce soit en challenger, en premier tour des qualifs de l'Open d'Australie ou en finale de l'Open d'Australie. Ouais. Tous les matchs sont pris chez moi avec le même sérieux pour pouvoir essayer de grappiller. Et aussi, maintenant, je me suis mis ces objectifs de stats personnels, c'est vrai, il faut le dire, d'atteindre un certain nombre de finales et d'être plus haut que ces ratios pour toujours continuer de prouver que la stats amène un plus. Donc voilà. Juste pour rappel, à l'US Open dernier, tu avais une stat incroyable puisque tu avais un joueur qui avait gagné, enfin une équipe qui avait gagné, une autre qui avait fait finale. Là, ton ratio victoire-défaite, enfin ton pourcentage de victoire est de combien sur cette Open d'Australie? Non, je pense sur la tournée complète, mais sur la tournée complète, c'est à peu près 2 matchs gagnés sur 3. Ok. Après, évidemment que quand tu travailles avec des top 10, oui, bien sûr. 2 matchs gagnés sur 3, c'est pas bon. Mais il faut compter que dans mes 10 clients, j'en ai aussi maintenant 4 au niveau challenger. Et j'ai des gars qui sont aussi top 100, mais tu vois, moyen top 100. Donc, il faut tous les prendre dans la balance. Si tu travailles qu'avec du top 10, gagner 2 matchs sur 3, tu sors. Tu vois, quand je reviens sur l'autre stats que je t'ai dit par rapport au contre et au perf, tu es dans du négatif. Si en contre, tu gagnes 2 matchs sur 3, d'après ce que j'ai calculé, tu es légèrement négatif par rapport à la moyenne. Donc mon 60, en gros, 2 matchs gagnés sur 3 représente 10 à 15% de matchs gagnés en plus que la moyenne. Donc, je travaille avec des clients différents, ce n'est pas que du top 10. Ouais. Pour les nouveaux éditeurs, est-ce qu'on peut préciser que tu as arrêté ponctuellement de travailler avec Gilles Servara et que vous avez repris exceptionnellement pour ce début d'année ou ça reste du... Ouais, c'est... vu qu'on a souvent parlé de Gilles, on peut dire que je peux continuer de dire 2-3 choses sur Gilles, oui. Et les autres restent. Gilles et Nico ont toujours été les gens de qui j'ai parlé sur Tennis Legend. Et c'est ça, oui, avec Gilles. Donc, on a refait ce mois. Et je ne sais pas notre avenir, entre parenthèses. Si on continue. Donc là, le contrat était jusqu'à fin de l'Open d'Australie. Il a pris un contrat sur un mois supplémentaire pour le mois de janvier parce que. Il faut aussi savoir que Gilles est devenu capitaine de l'équipe de Russie d'ATP Cup parce qu'il y a eu beaucoup de gens dans l'équipe, dont le capitaine russe, qui ont été testés positifs à l'arrivée. Roublev. Et du coup, Safiullin est venu dans l'équipe qui était remplaçant, si tu veux. Ouais. Et Gilles, à la base, voulait des données sur Safiullin parce qu'il allait devoir le coacher. Okay. Et là, il a fait appel à moi et on a préparé les matchs pour Safiullin pendant l'ATP Cup et avec des excellents résultats d'ailleurs de Safiullin. Et derrière, on a dit on continue jusqu'à la fin du mois avec l'Open d'Australie pour Daniil. Il va choper le passeport russe à ce rythme-là, notre ami Gilles. Clairement, là, en plus, il performe bien avec Roman Safiullin. Ça s'est aussi très, très bien passé pour lui parce que franchement, il lui a fait faire.
c'est Safiullin qui a fait les perfs. Mais j'ai l'impression que l'aide de Gilles à ses côtés a sublimé ce joueur. Tu avais des données déjà sur ce joueur? Non, j'ai dû tout faire un bilan et puis après j'avais pas énorme, mais j'ai dû compléter en vitesse parce qu'il l'a demandé au dernier moment. Et ensuite, on a préparé les matchs. Et puis, il y a quand même des trucs qui ont fonctionné. Il bat 2 joueurs top 50 ou proche du top 50. Et ensuite, il fait des super matchs perdus contre Sinner et Shapovalov. Mais il bat Rinderknecht et De Cross, l'Australien. Et puis, il gagne en double aussi. On avait préparé des matchs de double avec Gilles aussi, parce que Gilles me l'a dit honnêtement qu'il est novice en double. Ouais. Donc, voilà, moi, j'ai cette base de données que j'ai créée pour Nico que je peux utiliser également pour d'autres joueurs et on l'a aussi utilisé pour préparer les doubles. Après, Gilles, il a pris les choses à sa sauce. Moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas staté les doubles. Donc, ouais. Est-ce que ça te va si on commence par Maxime Cressy, le serveur volleyeur des temps modernes? OK. De toute manière, il a perdu avant les filles. Ça reste une belle entrée en matière assez intéressante. C'est vrai. Je comprends ton idée marketing de cacher ces filles. Tu vois, surtout pas les cacher. Tout le monde aime les filles. Tout le monde n'aime, pas tout le monde aime. Et après, on remonte sur Nadal. Comme ça fait que les gens, ils restent avec nous. Non, mais c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Voilà, du coup, allons-y, Fabrice. Bien joué. Alors Cressy, c'est clairement ce que j'appelle le serveur volleyeur des temps modernes. Et pourquoi j'appelle ça un serveur volleyeur des temps modernes ou des retents modernes? Déjà, faisons un tout petit historique du service volley. Tout petit, bon bref, tout petit, ça va être dur avec moi, surtout que j'en ai parlé à un ou deux journalistes qui m'ont demandé sur des questions par rapport au service volley. Donc, Max, que sais-tu du service volley par rapport à l'histoire du tennis? Non, mais quelle est ton image du service volley par rapport à c'est un style de jeu. Après, on a fait beaucoup de contenu ensemble en off, donc tu me l'as dit en long, large, en travers. C'était un style de jeu qui avait disparu, qui était mort, qui était en vogue dans les années peut-être 80, 2000 max, et qui avait disparu au fur et à mesure, et que moins de 1% de service volley avait non, il est à 1%. Aujourd'hui, c'est 1%, c'est Cressy. Dans le top 100. Voilà. Donc mais tu vois, mais quand on avait Karlovic avant Cressy, et oui. Comme on ne sait pas trop où est Ivo, mais du coup, voilà, on tient notre pourcent, quoi. Non, mais tu vois, c'est vrai que le service volley a été le style de jeu dominant sur le tour, en tout cas des années 60, 70 jusqu'à 2000, jusqu'au match. Certains disent que le match contre Hewitt bat Pete Sampras en finale de l'US Open en 2000, si je me trompe, 2000 ou 2001, je crois. Ils disent que ça signe vraiment la fin des serveurs volleyeurs. Et c'est vrai que c'est un match référence qui, de mon point de vue aussi, signe la fin. Donc, c'était un style de jeu complètement dominant. Et c'est dingue. C'est comme le royaume, je dis pas les Grecs de l'Antiquité, l'Empire de Rome, qui était ultra dominant, et d'un coup, bam, ou l'Égypte, et ça s'écroule. Et tu vois, on peut retrouver les mêmes tendances. C'était un truc ultra dominant. Ça veut dire que dans le top 10, tu pouvais avoir 6, 7, 8 serveurs volleyeurs. Ouais, c'est incroyable. Et tu te rends compte, on parle d'il y a 20, 30 ans en arrière. Et maintenant, on a un serveur volleyeur dans le top 100. Qui vient d'arriver, d'ailleurs. Qui vient d'arriver. Mais déjà, l'histoire de Cressy est intéressante parce qu'il a toujours voulu être serveur volleyeur. Depuis ses 14 ans, il le dit qu'il veut être... C'est le style de jeu qu'il voulait développer. Ouais. Et il a toujours pris comme référence des Stefan Edberg, des Pete Sampras, et ainsi de suite. Et tu vois, ce qu'il dit là le rend super intéressant parce que, c'est une volonté de sa part. Donc, parce que, attention, pour moi, leur serveur volleyeur, avant lui, c'était des gens qui, pour moi, optimisaient leurs faiblesses en faisant du service volley. Ça veut dire que j'ai conscience que je ne suis pas bon au fond de cours, donc j'enchaîne mon service à la volée parce que le service est ma force. C'était du Karlovic, c'était du Sam Gross, c'était des très gros serveurs, si tu veux, qui étaient limités au fond de corps et qui optimisaient leur style de jeu. Du coup, Isner rentre pas du tout dans le service volley? Isner, hormis à la fin de sa carrière, il a joué beaucoup de one-two punch. C'est le one-two punch approach, tu serres, c'est du premier coup droit, je monte à la volée. C'était un peu ça, plus le style de jeu d'Isner. C'était plus ce que j'appelle un serveur puncher. Okay. Et en fin de carrière, il est devenu plus serveur offensif, voire serveur volleyeur. Mais ça, c'est avec l'âge. Hein. Parce qu'avec l'âge, il s'est dit, je me sens encore peut-être moins fort au fond de cours, alors je vais encore plus écourter les échanges et optimiser tout ce qui va derrière mon service, quoi.
Donc, mais quand il était au sommet de sa carrière, par exemple, quand il gagne Miami contre Zverev en finale, Isner ne fait pas du service volé. Il fait des montées en deux temps, il envoie son service, évidemment, et des grandes lattes en coup droit. C'est vraiment son style de jeu. Mais serveur volleyeur, plus maintenant, mais pas. Donc, revenons à Cressy. Cressy, il a la particularité, et ça, c'est super rare parce que je vais distinguer, il y a 3 types de serveurs volleyeurs, si tu veux. Et lui, il est dans le serveur volleyeur, ce que j'appelle neutre. Neutre veut dire aussi bon au service qu'à la volée. Alors, laisse-moi juste catégoriser, profiler les deux autres types de serveurs volleyeurs. Tu as le serveur volleyeur qui n'est pas spécialement bon à la volée, mais qui sert tellement bien, et il optimise en montant la volée, mais sa volée est moyenne. Ouais. Karlovic, clairement. Ah ouais, volée moyenne, Ivo. Ouais, mais bon, si tu compares la qualité du service de Karlovic à la qualité de sa volée, il y a une énorme différence. On a le meilleur serveur de tous les temps et un volleyeur qui, évidemment, a amélioré sa volée, mais qui reste bien moins bon qu'un Stefan Edberg ou que d'autres personnes. À la volée, c'est normal, quand tu fais 2,20 m, excuse-moi, mais c'est dur d'être ultra bon à la volée. Donc ça, il y a eu pas mal de serveurs volleyeurs qui ont une meilleure qualité, bien meilleure qualité de service que de volée. Après, tu as le contraire, tu as des serveurs volleyeurs qui ont une meilleure qualité de volée que de service. Stefan Edberg, c'est clairement l'exemple. Ça veut dire, il faisait des premières, deuxièmes, très kickés, pour lui permettre de se mettre en condition de voler super bien. Et au final, dans les stats, il prenait un plus gros avantage avec sa volée que son service. Et après, tu as un autre joueur, le dernier serveur volleyeur d'ailleurs, comme Edberg, c'était Misha Zverev, qui lui aussi était un serveur volleyeur avec une meilleure qualité de volée que de service. Et tu as ceux que je te dis, les neutres, ceux qui sont autant bons l'un que l'autre que correspond Cressy. C'est Cressy, il a une volée exceptionnelle, qu'il a travaillé comme un malade, ça se voit. Sa première volée à Cressy, elle est jouée quasi tout le temps à l'intérieur des carrés de service, comme Stefan Edberg. Alors qu'un Pete Sampras, il servait tellement fort qu'il était derrière la ligne de service. On a fait des études par rapport à ça, en moyenne. Hein. Donc, il a toutes les stratégies du vrai serveur volleyeur à la Edberg avec un service ultra efficace. Donc, et un jeu de fond de cours des temps modernes. Non, hélas, pas pour lui. Ah putain, merci. Non, hélas, pas pour lui. Là, ça pas. On va y revenir. Ça veut dire que vraiment, c'est quelqu'un qui sait jouer parfaitement le service volé. Et en plus, c'est quelqu'un qui sert bien en première et en deuxième balle. Donc, on a la panoplie complète du serveur volleyeur des temps modernes. D'ailleurs, je pense que ce sera un cas de figure unique et isolé. Comme je te l'ai déjà dit, il l'a voulu à partir de ses 14 ans de faire ça. Il a pris comme référence tous ces grands serveurs que je vois maintenant en lui. Et donc c'est pas le problème, c'est que s'il influence des gens, il influence des mecs qui ont des gros services qui vont optimiser en montant plus à la volée. Tu bailles. Ça y est. Non, mais c'est normal. Quand je parle de chiffres, 3 personnes sur 4 commencent à bailler. Je sais pas, je pense que c'est un truc physiologique. C'est génial, quoi. Franchement, ça renforce ma confiance en moi, que ce que je dis est ultra intéressant, Max. Non, mais honnêtement, tu bailles. Bref, je reviens. Heureusement, je suis tripé dans mon truc, mais je reviens. Ah putain, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ah ouais, c'est magnifique. C'est les retrouvailles. Oh, salut Fab. Oh, encore tes chiffres tellement chiants. Merci Fab. Allez, bon, bref. Ok. Bref. Donc, je termine sur Cressy. Donc, vraiment, Cressy, c'est quelqu'un d'unique en son genre, qui va influencer des gens dans le service volé, mais qui, lui, il s'est fait sa voix comme ça. Et il a des objectifs ultra élevés. Il le dit ouvertement. Je veux être numéro 1 mondial avec le service volé. Et quand on voit ce qu'il a fait à l'Open d'Australie, franchement, il embête. Il emmerde, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, les gens n'ont plus du tout l'habitude de ce style de jeu. Et en plus, il le maîtrise complètement, ce style de jeu. Donc, c'est pas, tu arrives avec un service volé, allez, du coup, j'ai décidé de le faire à mes 22 ans, 23 ans. C'est un mec qui l'a développé toute sa vie. Et maintenant, on peut voir les bienfaits de ce style de jeu parce qu'il le maîtrise complètement. Donc, ça veut dire une bonne première balle, il joue quasi des premières, deuxièmes, super efficace. Il a une première volée jouée le plus souvent dans les carrés de service, voire plus proche du filet. La qualité de sa volée a été travaillée et retravaillée. Elle est monstrueuse. Donc, les gens qui veulent s'influencer de lui, ils doivent énormément travailler la technique au service et la technique à la volée. Et ont joué des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je pense que ce mec, si je ne me trompe pas, je n'ai pas les chiffres, il doit passer
80% de son entraînement à faire du service et de la volée, et peut-être 20% au fond. C'est une estimation, j'ai aucune idée de comment il s'entraîne, mais il est tellement bon dans ses registres et il l'a tellement voulu que c'est magnifique ce qu'il fait. Et ça va donner de nouveau, ça fait plaisir d'en voir un serveur volleyeur. Par contre, quand il avait 60% du top 100, c'était un peu ennuyeux, sans être méchant, mais là, en avoir un comme ça, et il va embêter, et les résultats qu'il fait cette année prouvent que ça fonctionne, parce qu'il le maîtrise complètement. Par contre, quelqu'un qui ne le maîtrise pas complètement, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Il peut monter top 10, tu penses? Honnêtement, oui. Mais il Et montera numéro pas... 1 mondial, t'en penses quoi? Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, un avis sympa sur toutes ces plateformes, ça fait chaud au cœur. Tu as les 4 clés d'optimisation stats offertes, dédiées au service, au retour, à ton premier coup de raquette après le service et au revers, à récupérer dans le premier lien en description. C'est cadeau, c'est offert. Et si tu veux mieux comprendre ton style de jeu, ce que Fab appelle ton ADN de joueur, on a rouvert les portes de notre formation stats, 33 optimisations statistiques pour des schémas plus clairs sur le cours, ainsi que la méthode de Fab expliquée pas à pas pour récupérer et analyser tes propres stats de match, ainsi que celles de tes adversaires. Une fois la saisie effectuée, elle te délivre automatiquement 6 pages d'analyse de match. C'est un outil ultra complet et facile d'utilisation qui permet, selon les retours de Fab, de gagner 15% de matchs en plus par saison. Alors on ne se prive pas, on fonce et on y retourne. Non, quand même pas. Mais, après, là, on parle de mindset. On parle, le mec, il est juste. Il a une vision différente du truc. Et ces gens complètement différents, un peu barrés, il en fait partie à sa manière. Et ça, c'est ultra intéressant. Mais ça n'a plus rien à voir avec le style de jeu. C'est juste l'identité du gars, sa motivation intrinsèque, sa manière de travailler, sa manière d'aborder. C'est là qu'il est génial pour moi. Ouais. Et ça, le fait être un mec génial dans du service volé est ultra efficace. Et donc, je trouve même que Daniel s'en est bien sorti de le bal parce que c'était un match bien plus compliqué que prévu. Mais pour terminer avec Crécy au fond de cours, au fond de cours, non, c'est pas des tours modernes. Il n'est pas si bon que ça au fond de cours. Il est quand même très limité en coup droit et en revers. Il peut surprendre sur des retours. Il peut surprendre à tout moment sur un winner ou une régularité, mais en moyenne, ça ne gagne pas énormément de points au fond de cours. C'est quand même un point faible. Et vu la technique en coup droit avec une prise Eastern, j'ai l'impression que c'était une prise Eastern, je n'ai pas l'impression qu'il pourra toujours s'améliorer. Mais de là qu'il soit dans la moyenne au fond de cours, moi, j'y crois pas au vu de ce que j'ai vu de lui au fond. Parce qu'il en a des rallyes au fond. Hein. Quand il retourne, il ne fait pas que monter à la volée, même s'il essaye le retour volé, mais il ne peut pas le faire tout le temps. Donc, je le trouve quand même limité au fond. Et c'est ce qui me fait dire que peut-être il ne sera pas un mondial. Mais top 10 avec ce mindset, c'est plus par son mindset que par son style de jeu qui sera, pour moi, peut-être top 10. Et il a une chance véritable. Après, ça dépend comment il va continuer de se développer. Tu as des gens, tu pensais qu'ils allaient être top 10 quand ils sont arrivés dans le top 100 et puis ils n'ont pas fait grand-chose de plus. Puis tu as des mecs que tu n'attendais pas dans le top 100 déjà, comme Medvedev, puis tu filmes le mec, il va être un mondial cette année, sûrement. Donc, chacun a un parcours, ça va dépendre de son environnement, avec qui il est. C'est d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le style de jeu, qui n'ont rien à voir avec la stats, qui ont pour moi à voir avec l'identité profonde du gars. Et là, je trouve bien. Donc, c'est ça qui me fait dire. All right, merci pour cette entrée en matière. Daniel, l'américaine Danielle Collins Fabry. Alors, les joueurs qui jouent en cadence vont pouvoir s'identifier. Ils sont très nombreux à nous écouter. Allez, régale-nous. Ce qui est intéressant par rapport à Collins, c'est que c'est vraiment la joueuse type en cadence pour moi. C'est même ce que j'appelle une cadence puncheuse. Ça veut dire, je vais envoyer du full-in en coup droit, en revers, en retour. Et chez les filles, c'est un style de jeu qui a été souvent employé. Et là même, je vais prendre peut-être un risque, c'est souvent, c'est pas le cas de Collins, hein, c'est pas le cas de Collins, mais c'est souvent le projet fou des pères avec leurs filles, des pères qui n'ont pas été profs de tennis. Tu retrouves souvent cette dynamique, et moi j'avais côtoyé un père, c'est-à-dire que ça fait du panier, ça dit à leurs filles, t'envoies que des lattes, en coup droit, en revers, c'est des filles qui sont sur leur ligne, qui envoient que du lourd des deux côtés, et qui ont été robotisées d'une certaine manière par le père. L'exemple de Marion Bartoli, c'était un peu ça quand même. C'est-à-dire, c'était sur sa ligne, ça envoyait des deux côtés.
Camilla Giorgi, tu as eu en plus le coach, j'ai écouté ton podcast avec Nicolas Copin. C'est un produit du père. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui sont venus l'aider, mais c'est l'idée est un produit du père. C'est pour ça qu'il l'a expliqué que quand il commençait à prendre trop de place, du coup, il a vu que le père reprenait. C'est des projets de famille. Tu sais. Les sœurs Williams, c'est le même registre? Plus de variance. Après, il y a plein de parents qui l'ont fait à leur manière, mais moi, j'ai l'impression que certains parents, ils ont opté sur allez, on fait du caddie 4 heures par jour. Le père d'Agassi, c'était ça aussi. Et Agassi, c'est un jour en cadence. Tu vois, tu as quand même ce côté cadence et côté souvent de projet familial où les parents, et même un autre cas de figure, avec un joueur français, je ne citerai pas le nom, mais il m'a dit que son père, qui n'était pas dans le tennis, c'est lui quand même qui l'a formé pendant un bon moment, et c'est un mec qui était ultra technique, coup droit revers sur sa ligne. Donc la cadence, on la retrouve chez pas mal, et ça je trouve super intéressant, parce que si les gens nous écoutent, des parents qui nous écoutent et qui sont en train de faire ça avec leurs enfants, et même, attends, excuse-moi, encore Dedin, Océane Dedin, coach, je crois, par son père, on est aussi dans cette filière, je prends des risques partout. Donc c'est quelque chose qui peut fonctionner. Après, je trouve quand même que c'est quelque chose de limité, et je pense que les parents qui ont fait ça, il faut quand même bien s'armer. Je trouve que c'est un très bon projet et je le soutiens, mais s'armer de personnes en parallèle pour aussi amener un peu plus de variance, parce que le boom boom, même maintenant chez les filles, ça limite. Avant, il y en avait beaucoup plus. C'est un peu comme le service volé chez les garçons, le boom boom des deux côtés chez les filles, ça a eu son apogée. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose maintenant de plus complet. Une fille capable d'attaquer et de défendre. Alep, Swiatek et tous ces trucs. Ok. Donc, oui. T'as quelque chose à ajouter pour Collins ou Oui, encore, désolé. Daniel, tu es encore avec nous, profite. Au niveau des stats, ce que ça représente au niveau des stats, c'est que c'est une joueuse qui fait plus de points, plus de fautes avec tous les coups possibles que ses adversaires. Plus de points au service, en retour, en coup droit, en revers, à la volée. Et plus de fautes dans ses 5 coups aussi. Donc c'est du, comme je dis, du full in, full out. Et franchement, quand elles sont dans la zone, comme Alizé Cornet a dit à sa conférence de presse, ça étouffe. C'est des filles qui ne te donnent pas le temps. Moi, j'ai aussi analysé un autre match de Collins, un tour inférieur contre une autre joueuse. La joueuse avec qui je travaille a mené, mais à aucun moment, je me suis dit, elle la domine. C'est Collins qui fait les points et les fautes. Et elle était tendue en début de match. C'est-à-dire que c'est des rouleaux compresseurs. Agassi a été aussi considéré de rouleau compresseur. C'est des gens qui te donnent peu de temps, qui t'enlèvent du temps. Par contre, ça fait point-faute. Donc, tu n'as aussi jamais l'impression de jouer au tennis contre eux. Parce qu'ils font tout. Et pour des filles comme Alizé Cornet, parce que je pense que c'est un bon exemple, en plus c'est quart de finale à l'Open d'Australie qui est son meilleur résultat, qui perd contre Collins, elle a dit, Alizé Cornet, c'est une joueuse qui a besoin de temps pour s'organiser avec son jeu défensif. Et là, Collins lui prend du temps. Si Alizé aurait dû battre Collins, c'est que Collins aurait tout foiré. C'est la réalité. C'est qu'elle aurait pris plein de risques, elle aurait fait du full out, comme j'appelle. Ouais. Donc, c'est un jeu, je trouve que c'est super intéressant, Collins, dans le sens que ça représente pas mal le jeu féminin, ou certaines filles sur le tour, mais comme je t'ai dit, un peu moins en ce moment. Et ça a été des projets aussi familiaux que j'ai déjà vus dans ces joueuses en cadence. Donc voilà. Après, Barty, c'est beaucoup plus intéressant. Merci en tout cas de faire vivre ce tennis féminin. Je pense que franchement, c'est super intéressant. Le tennis féminin est autant intéressant que le tennis masculin, en tout cas au niveau des stats. Après, c'est clair que l'audience est plus petite, on ne va pas se mentir, mais il y a beaucoup de projets féminins qui sont ultra intéressants. En plus, moi, je trouve super passionnant de travailler avec des filles, parce qu'avec des filles, il y a moins de filles qui font pro que des garçons. Ça nous permet de rêver plus, parce que le niveau chez les garçons, il est tellement élevé, parce qu'il y en a tellement qui veulent faire pro, que chez les filles, moi, je trouve qu'il y a plus de rêves. Il y a plus d'ouverture, plus de liberté. Et personnellement, moi, j'adore aussi coacher des femmes, des filles, des femmes. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Donc, je trouve que le tennis féminin, c'est le top. Et il devrait avoir plus de respect. Et Danielle Collins, ce qu'elle a fait, c'est génial, quoi. C'est déjà une super performance. Donc, moi, je suis pour le tennis féminin, pour te dire. J'adore ça. Okay. Autant que le masculin. Sérieux, à ce point-là? Mais t'es pas influencé du fait que ce soit ton travail et oui. c'est ton travail, tu es obligé évidemment de regarder le match de Stade C, donc tu t'y intéresses par obligation. Mais, mais de base, est-ce que tu entre guillemets, t'enverrais des matchs de femmes? Il y a des trucs que j'aime mieux dans le coaching. En tant que coach, j'aimais bien coacher des filles. Okay. C'est quelque chose dans lequel je me sentais bien. Je sentais que j'avais un super feeling avec elles.
On se marrait tout le temps, il y avait un super feeling. Et après, c'est vrai que le côté peut-être, évidemment que je préfère regarder des garçons jouer en termes du visuel. Ouais. Mais quand tu travailles de l'intérieur, tu prépares les matchs et tout, c'est la même chose. On prépare des matchs par les stats, j'adore voir est-ce qu'elles ont pu reproduire ou pas. Et, et ça, c'est super intéressant. Les stats restent des stats, et ça me passionne. Mais, et aussi, chez les filles, il y a un côté plus scolaire chez les filles que chez les garçons. Ouais. Et ce côté scolaire, par rapport à la stratégie, peut être intéressant, si bien amené. Après, il y a un côté émotionnel chez les filles qui, des fois, peut être difficile à contrôler, comme beaucoup de coachs le disent. Mais moi, ça ne m'a jamais posé problème déjà quand j'étais coach. J'ai toujours eu un bon feeling avec. J'ai eu plus de problèmes limite avec les garçons, parce que peut-être j'étais pas assez vieux. J'ai l'impression que les filles ont besoin plutôt d'un copain sur le tour et les garçons d'un père. Et moi, quand j'étais sur le tour, j'étais plus le copain dû à mon âge que le père. Parce que le père, j'étais pas assez âgé. J'avais 28, 29, 30, 32 ans, tu vois. Donc peut-être mon feeling était là et j'ai eu peut-être plus de difficultés avec les garçons parce que j'ai pas assez de crédibilité à leurs yeux. Ouais. Chose qui a changé récemment, depuis que j'ai passé la quarantaine, que je suis père de famille, où je vois beaucoup plus de crédibilité chez les garçons aussi. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors que chez les filles, j'en ai toujours eu quand j'étais coach. Donc moi, j'aime bien coacher les filles et mon travail avec elles et les coachs avec elles se passe très, très bien. Donc, aujourd'hui, tu es un peu le Georges Clooney de la stat, finalement, de Neuchâtel. Non, pourquoi le Georges Clooney? Le Georges Clooney. Parce que t'es un homme mûr, Fabrice. Ça y est. C'est bon. Et les cheveux gris, ils arrivent. Chaque podcast, il y en a plus. Ah, donc, pas toi encore. Bientôt la barbe grise suivra. Oui, mais elle est là. Ah, punaise. Elle arrive. Bon, allez, on enchaîne avec Ashley Barty. Ashley Barty. Mais Ashley Barty, c'est une joueuse que même les hommes, même ceux qui aiment que le tennis masculin, ils s'y intéressent à Ashley Barty. Elle est comme un mondial. Elle a un jeu varié. Elle a un jeu assez masculin d'une certaine manière. Et elle intéresse. Donc, Ashley Barty, je vais venir maintenant sur son profil. Ses forces, c'est service et coup droit. C'est-à-dire quand elle domine ses adversaires, c'est grosso modo 50% parce qu'elle fait plus de points au service, 50% parce qu'elle fait plus de points au coup droit. Ce qui est exceptionnel chez elle, c'est que c'est une joueuse de petite taille. J'ai pas sa taille, je crois que c'est 1m67 si je ne me trompe pas. Et par rapport à sa taille, c'est la meilleure serveuse au monde de loin. Elle sert comme une fille qui fait 1m85 si tu veux. C'est incroyable. Voire même mieux que la majorité des filles d'1m80. Elle a une technique au service parfaite. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques en première balle avec un pourcentage de première balle plus bas que la moyenne, mais pour faire mal chaque fois. Et une technique irréprochable au service et en coup droit, un relâchement en coup droit au service et une technique parfaite qui fait qu'elle peut prendre. Si tu veux, dans la stats, quand un joueur fait plus de points que ses adversaires avec n'importe quel coup, c'est de la technique. Faut pas aller chercher plus loin. Plus tu as technique, plus tu as la capacité de faire plus de points avec ton service, ton retour, ton coup droit, ton revers. Peut-être la volée moins, parce qu'on peut dire un mec qui a peu de technique, il monte toujours à la volée, puis il fait ce qu'il peut. Mais les quatre autres, c'est vraiment, il n'y a pas de clé. Je reviens de nouveau, prendre des cours, des leçons individuelles pour améliorer la technique, c'est essentiel pour améliorer les performances des coups. Ensuite, la stratégie, c'est comment les utiliser. Donc, les deux, pour moi, sont complètement liés. Et chez Barty, c'est vraiment c'est technique. Une fille si petite qui sert si bien, c'est technique. 1m66, est-ce que tu penses que sa précédente carrière dans le cricket l'a aidé en termes de technique, peut-être? Non, mais mentalement, ça l'a aidé parce qu'elle a fait sortir du tennis, qu'elle était arrivée trop tôt. Puis tu sais aussi que à stage, moi, en plus, j'ai une petite anecdote par rapport à Barty, peut-être que je l'avais déjà dit, mais je coachais une joueuse, on a fait une tournée en Australie, elle doit avoir 14-15 ans. Et on arrive sur ce tournoi en Tasmanie avec ma joueuse et je la vois s'entraîner. Barty à 14-15 ans. Puis, putain, je me dis, ça, c'est la wildcard australienne. Mais je priais, j'ai dit, mais faites que ma joueuse ne la joue pas. Elle éclatait tout le monde en match d'entraînement. Elle avait 15 ans. Elle avait le même relâchement que maintenant. Donc, elle est montée ultra vite, était projetée ultra vite, ce qui mentalement, elle n'a pas bien géré. Parce que tu vois, elle était meilleure en double qu'en simple, elle avait de la peine à le gérer. Elle est sortie pour faire du cricket, puis quand elle est revenue, donc le cricket lui a fait énormément de bien mental, mais je ne pense pas que ça lui a fait du bien. Attends. Sa technique, et d'ailleurs, même pas sa technique de revers, parce que le revers reste son moins bon coup. Revers lifté. Hein. Ouais. Donc, Barty, tout ça pour dire que c'est exceptionnelle joueuse technique qui prend son avantage en service, en coup droit. Et c'est pas de la stratégie, c'est de la technique. Après, tu l'utilises par la stratégie. Il y a un truc qu'on parle tout le temps avec Barty, c'est son slice. Yes. Donc, le slice de Barty, il est
très très bon. Mais très très bon veut dire que moi j'ai regardé mes stats, elle gagne 52% des points après jouer un slice. 52, on est juste au-dessus du 50. Et c'est le meilleur slice du circuit féminin de loin. Donc, une fois de plus, le slice, on en a déjà parlé et reparlé, c'est un coup qui donne en moyenne 45% des points, 44-45. Et elle arrive à le monter à 52, donc plus d'un point sur deux. Mais c'est la meilleure dans le registre et c'est un coup qui n'est. Vous, en France, vous parlez variété égale efficacité, mais on en a déjà parlé, dans le slice, les chiffres ne vont pas dans cette direction. Et ils iront, je pense, jamais dans cette direction. Parce que la technique de lift, maintenant, est tellement bonne qu'un coup slicé, on réaccélère par-dessus. Et c'est ce qui se passe même avec Barty. Tu vois, par exemple, en finale, contre Collins, Barty, elle gagne que 42% des points, 40% des points après avoir joué un slice. Je l'ai noté quelque part. Ouais, sauf qu'à troisième, on va dire jusqu'à troisième série, quand tu as un bon slice, tu fais plus chier que l'inverse, quoi, tu vois. C'est une idée préconçue. Ok, merci, au revoir. Mais dès que tu utilises la période, le mot faire chier, c'est que c'est déjà que tu n'es pas dans un bon coup. Bah, regarde, Manarino a pas arrêté de me dire pendant son podcast qu'il faisait chier les gens. Steve Darcis me disait qu'il faisait chier les mecs. Ouais, mais alors attention, t'as fait chier. Bon, Manarino, il fait chier parce que c'est sa vision du truc. Hein. Ouais. Super podcast d'ailleurs, en l'occurrence. Bah, c'est sa vision. Mais il joue très très bien. Il joue, c'est pas du tout pour moi. Moi, ma vision en tant que statisticien, c'est pas qu'il les fait chier. C'est juste qu'il est exceptionnel dans son registre de contreur. C'est pas. Alors après, si tu interprètes ça comme quoi il les fait chier, pour moi, faire chier, c'est tricoter un peu des trucs. Mais il est mauvais son service, mais il me fait chier parce qu'il la place extérieure. Ouais, mais il est mauvais son service. Tu vois, je veux dire. Donc tu dis, c'est souvent un truc aussi que je parlais avec Gilles. Je dis ouais, mais il fait chier avec ce truc. Je dis ouais, il fait chier, mais il a des performances nulles. Donc entre quelqu'un qui te fait chier et quelqu'un qui t'explose avec un coup, c'est là la différence. Quelqu'un qui t'explose parce qu'il sert tellement bien, oui, là, il a un bon service. Quelqu'un qui te fait chier avec son service, c'est-à-dire qu'il a un mauvais service et il arrive quand même à grignoter des points, alors qu'il devrait en grignoter 2 fois plus. Donc voilà ma vision de faire chier ou je sais pas quoi. Donc, je suis même pas sûr qu'en troisième série, le slice fonctionne à ce point. Évidemment que chez certains joueurs, oui, mais chez d'autres, non. Désolé à tous ceux qui nous écoutent et qui ont un chip, ils se régalent le glisser long de ligne pour venir claquer une petite volée croisée. Là, désolé les gars, mais Monsieur Sbarro, ça marche pas. J'ai pas dit que ça marchait pas chez tout le monde. J'ai juste dit qu'en moyenne, je pense que même au niveau amateur, c'est pas un coup. Et même, je dirais même plus loin, je pense même qu'au niveau amateur, on est encore plus bas que les pourcentages de la TP Tour parce qu'il n'est pas spécialement maîtrisé. Après, tu auras tout le temps un ou deux qui vont dire moi, ça fonctionne. Faites vos stats, les gars. Faites vos stats et revenez avec un argument. Parce qu'on a une idée préconçue aussi du slice que ça fonctionne. C'est une idée. C'est dans le psyché, je ne sais pas comment dire. C'est une idée préconçue. Et surtout, j'ai lu, je suis en train de lire les livres de Gilles Simon. C'est aussi une idée très française, que la variété égale efficacité. Et je ne m'étais pas rendu compte à ce point, vu que je suis suisse, mais par le livre de Gilles Simon, c'est là, ça m'a sauté aux yeux. Je dis, mais ouais, c'est vrai que la vision française du tennis, ouais. et comme c'est inculqué, et comme c'est proposé, c'est vraiment la variété égale l'efficacité. Et ça veut dire que tu dois monter à la volée, tu dois faire des slices, tu dois savoir tout faire. Et la réalité, c'est que peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le tennis français performe un peu moins bien, c'est peut-être encore ces idées préconçues du passé. Le tennis moderne, on est dans du truc un peu peut-être moins exotique, moins sexy. L'idée, hormis bien sûr qu'il y avait Roger Federer, mais Roger Federer reste peut-être une exception dans un style de jeu varié, magnifique. Et je ne sais pas si on aura encore 14 000, peut-être il y en aura toujours un ou deux, mais qu'on fasse une généralité comme quoi c'est ça le style qui va fonctionner. Non. Non. Ça peut, mais ça peut pas aussi. Ce qui est intéressant par rapport à la finale de Collins contre Barty, ce qui est super intéressant, ce que je trouve, c'est que Barty, en fait, elle gagne son match à 90% que grâce à son service. Donc, on revient à ce que je t'ai dit, elle gagne au service, mais là, et pourquoi ? Pour deux raisons. Une, les joueurs en cadence ont une tendance à avoir une position en retour de première balle super proche de la ligne. Ce qui est le cas de Collins, qui était même dans le terrain. Mais contre une si grande serveuse que Collins, ça ne fonctionne pas. Elle s'est pris énormément d'essais de service gagnant. Beaucoup plus, je pense, un 20 à 30% de plus que la moyenne de Barty. Et ça, c'est que grâce à la position en retour de Collins. Ouais. Et puis deux, quand les rallyes ont commencé au fond de cours, Collins a gagné 53% des points, donc 47% des points. Donc,
Barty n'a pas gagné cette finale dans les rallyes de plus de 3 frappes. Elle n'a que gagné au service retour. Tu vois, ça, c'est intéressant et ça vient des jouets. C'est que Collins, quand l'échange a commencé, elle l'a dominé. Ouais. Par contre, cette position en retour tellement agressive a optimisé le service de Barty, qui est déjà très bon à la base. Et puis, elle a bien varié ses deuxièmes balles aussi, je crois. Donc, voilà, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le joueur en cadence, des fois, son point faible, ça peut être ce full out. Et en retour, elle n'a pas eu de plan B. Et c'est ça aussi un peu le problème des joueurs en cadence, c'est qu'ils ont un plan A, c'est je tape tout. Ouais. Mais ils n'ont jamais travaillé un plan B, vu que leur plan A est tellement dominant. Donc, et là, contre Barty, il y a eu cette nuance en retour pour moi, qui, voilà, au bout d'un moment, il fallait arrêter d'être aussi proche, ça ne fonctionnait pas. Et la clé du match numéro 1, c'est Barty et son service à 90%. Donc ça, je trouve aussi intéressant, parce que ça reflète la force de Barty au service et une des faiblesses qui est ressortie de Collins en retour. Si tu l'avais eu dans tes clientes, Collins, tu leur aurais juste dit en plan B, prendre 2 mètres de recul, quoi, 3 mètres même, non? Le truc. Quand on voit où Daniel se situe au retour, tu lui rabâches 2 mètres, 4 mètres derrière la ligne. Tu vois, par contre, en plus, j'ai oublié de parler avant des joueuses en cadence de Caroline Garcia, qui est aussi beaucoup coachée par son père, qui est typiquement une joueuse en cadence qui tape sur tout. C'est que c'est des joueuses qui ont été formatées depuis leur plus jeune âge, Georgie, Garcia, Dodin, etc., à envoyer que des vracs. Je pense qu'elles ont limite jamais entraîné la défense, ou très très peu, peut-être un 10% des entraînements étaient consacrés à la défense. Et c'est pas t'arrives comme ça, elles ont 24, 25, 26 ans, et tu dis ah mais maintenant tu vas prendre une position défensive, alors qu'elles ne l'ont jamais fait de leur vie. Ouais. Oui, théoriquement, ça fonctionnerait, théoriquement, mais la réalité de coach, et tu vois, et c'est ça une fois de plus la différence entre statisticien et coach, c'est que la réalité, c'est que si tu connais pas leur background, elles peuvent peut-être pas le faire. Et ça, tu peux pas arriver vers eux, mais tu dois faire ci et ça. Tu dois comprendre d'où elles viennent, de comment elles ont été. Et peut-être là, progressivement, tu peux l'amener. Peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. D'accord. Donc voilà mon point de vue par rapport à ça. Et c'est super intéressant, une fois de plus, pour les joueuses en cadence, que c'est elles qui ont cette tendance. Et c'est ça que je trouvais intéressant dès le départ, quand tu m'as dit que non, Collins n'était pas intéressante. Ben moi, je trouve ultra intéressant dans ce registre. Alors, je ne t'ai personnellement pas dit qu'elle n'était pas intéressante. J'ai repris les mots du boss Johan, qui te salue par ailleurs. Mais Johan, après ce podcast, trouvera ça intéressant. Ouais, voilà. Et puis, de plus en plus, il est important de préciser que nous avons envie d'orienter ces hors-série stats pour que l'auditeur puisse s'identifier aux données et progresser dans son jeu. Donc, c'était intéressant d'un point de vue jeu en cadence, en tout cas, pour que les mecs qui mettent que des fracas et autres filles, même si je crois qu'il n'y en a pas tant que ça qui nous écoutent, puissent s'en servir, quoi. Ouais, mais bon, tu peux aussi prendre le jeu de Collins pour t'influencer si t'es un mec. Il faut arrêter d'être sexiste. Tu peux être un joueur en cadence. C'est ce que je viens de dire. Après, calme-toi. Mais voilà, si c'est ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas écouté. J'étais déjà révolté dans mon truc. T'es comme une pendule. Allez. Le Georges Clooney de la stat. Ouais, excuse-moi. Alors peut-être j'ai mal entendu parce que je partais sur un trip. J'ai dit non, mais arrêtez avec ces filles qui sont tout le temps. Et pour dire, chaque joueur du top 100 est intéressant pour son propre style de jeu. C'est pas que Nadal, Federer et Djoko, j'en sais rien, qui sont intéressants. Tous les joueurs sont intéressants. Et moi, j'encourage l'auditeur à regarder un peu plus loin que les highlights, à aller regarder des matchs. Surtout l'auditeur qui veut améliorer ses performances tennistiques. C'est que il y a un mec X qui peut t'amener ça, un Y. Moi, en tant que coach, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je dis, chaque joueur du top 100 va m'amener une information intéressante grâce à la stat que je vais pouvoir peut-être reproduire avec un de mes joueurs. Peut-être lui, je vais prendre le revers de X. Peut-être elle, je vais prendre le coup droit de machin. Peut-être elle, je vais prendre les montées de lui. Et c'est ça que je trouve intéressant dans profiler tous les joueurs. C'est que chaque joueur peut nous amener quelque chose. Toi, avec ton revers ou ton gaucher, peut-être tu es un joueur pas connu, mais lui va t'influencer. Et la finalité, c'est que toi, grâce à lui, tu progresses. Et c'est toujours comme ça que j'ai vu la chose. Et ce qui m'a passionné dans la stats, d'ailleurs. Allez chercher les replays de Bogdan ou Lihar. Il va vous en apprendre des choses. Ah ouais, exactement. Je l'ai jamais staté, lui. OK. La cerise sur le gâteau. Maintenant, ce que tu attendais depuis le départ, on va y aller. Voilà, merci Fabrice. Parlons de notre Rafa national.
Et j'ai Même tout si, alors, il m'a procuré une émotion incroyable. J'ai eu des larmes aux yeux. Je pense que j'aurais pleuré à chaudes larmes si c'était Roger, mais c'est quand même beau. Faut qu'on se le dise, non? Est-ce que tu étais dégoûté, toi, déjà? Parce que, évidemment, c'était une ligne en plus sur ton CV. Ou est-ce que tu étais quand même dans l'émotion de l'histoire, Fab? franchement, Rien à foutre de l'histoire, putain. là, non, mais j'étais mitigé parce qu'évidemment, je voulais que Daniel gagne parce que j'ai travaillé avec Gilles sur ce tournoi, évidemment. Je peux pas. Mais imagine-toi, tu travailles, t'es le physio de Daniel, et tu veux que Nadal gagne, c'est Bien pas sûr, faisable. bien sûr. Je veux dire, donc évidemment, je voulais que Daniel gagne. Après, j'aime bien Nadal, je peux pas non plus te mentir. Et puis l'histoire, elle est magnifique. Après, tu as le scénario du match aussi qui fait que tu peux nourrir certains regrets malgré tout parce que Nadal rentre très mal dans son match et il peut perdre en 3-7. Surtout, pour moi, le tournant du match, c'est le 3-2 Daniil, 0-40 sur le service Nadal. Là, il te fait 4-2 et imaginons qu'il te balance, il sert super bien le jeu suivant, on est à 5-2. On est dans du 95% de chance que le match est gagné par Daniil à ce moment. Donc, on était limite sur 3 balles de match au troisième set. Après, à partir de ce moment, la vapeur s'est inversée et Nadal a commencé à être très, très bon. Donc, il y a eu 2 matchs, il y a eu jusqu'à ça. Et après le match, il a été meilleur et il a été meilleur que Daniil et il mérite sa victoire parce que Daniil n'a pas été mauvais. Ce n'est pas Daniil qui a chuté à partir de ce moment, c'est Nadal qui a augmenté son niveau de jeu. Donc, mais tu peux nourrir des regrets parce que tu as eu limite 3 balles de match d'Open d'Australie. Donc là, ça fait mal, tu vois. Mm. Si Nadal, moi, mon pronostic, en toute honnêteté, c'était que Nadal était favori. J'avais analysé tous les matchs de Nadal avant la finale. J'étais impressionné par son niveau de jeu. Et donc, tu le trouvais plus agressif que jamais depuis son retour de Exactement. blessure. Donc maintenant, je vais juste te faire le petit débrief stats du Nadal avant finale, parce que je l'ai analysé dans ses matchs, dans sa tournée australienne déjà aussi. Donc Nadal, cette année, est un joueur plus agressif. C'est un rouleau compresseur du fond de cours, là, en ce moment. Il est plus agressif et du coup, il a ce double avantage en coup droit, revers, retour, en faisant plus de points et moins d'erreurs que ses adversaires. Donc, tu te rappelles ce double avantage qu'on a souvent parlé, il l'avait en coup droit, revers, retour. Donc, ça veut dire que dans les rallyes de plus de 3 frappes, il a explosé tout le monde, mais explosé. Kachanov, Shapovalov, Berrettini. J'avais encore regardé aussi un set contre Cressy et j'ai regardé aussi un set contre Giron. Bon, Cressy, c'est un serveur relayeur, évidemment qu'il l'écrase au fond, mais je prenais le moyenne de tous et on avait beaucoup de mecs qui étaient bons au fond. Il les a explosés tous quand les rallyes ont commencé au fond. Et pour ce faire, donc Nadal plus agressif. Il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi il est plus agressif et pourquoi il a été si bon en plus de 3 frappes. Plus de risques, pas en première balle, mais en deuxième balle. Donc il a pris plus de risques en deuxième balle, Nadal, avec un haut ratio de double faute. Donc plus de risques pour l'amener tout de suite dans une situation favorable après son deuxième service et dominer avec son coup droit. Position en retour plus proche de la ligne. Donc plus un ratio de points en retour plus élevé. Et c'est aussi, il a pris aussi plus d'essais de service gagnant que ses adversaires que d'habitude. Donc sa position en retour était moins reculée. Mais tout ça pour être plus agressif, pour écourter les échanges. Et à l'intérieur de d'écourter ces échanges, il a été mais tellement bon en coup droit et en revers. Non, mais pour moi, il a été exceptionnel. Et en finale, j'avais cette image, évidemment, parce que j'avais préparé tous les matchs avant, que ça allait être très compliqué pour Daniil. Après, le début de match, je pense que Nadal est pris émotionnellement. Je pense. Non, bah ouais, non, mais il était. Vous avez vu le premier 7,5? Pas sûr. Hein. J'ai vu le 5e uniquement. Bah, va regarder le premier 7,5. Après, les commentaires ont toujours cette tendance c'est un petit peu la tendance actuelle chez les commentaires. C'est toujours du ouais, mais Daniil est exceptionnel, machin. Non, Nadal a été très mauvais pour moi dans le premier 7,5. Très mauvais. Et. Parce qu'émotionnellement, tu penses que quoi? Il s'était mis trop de pression, l'histoire, les 21 grands chelems, ça l'a rattrapé. Je pense que, ok, il vient d'une blessure et tout. Je pense jusqu'à la finale, tu joues un peu pour le plaisir, tu es heureux d'être là et tout. Mais la finale, tu peux pas dire que tu ne penses pas au 21e titre. Bah, d'ailleurs, la preuve, c'est que si pour moi, il a si mal commencé son match, c'est qu'il devait d'une certaine manière y penser à l'histoire, à tout ça. Sinon, pourquoi il commence mal son match? Il le commence. Regarde le premier 7,5, il n'est pas bon, quoi. Et il est vraiment, mais il rate des volets, sa balle, elle sort pas de la raquette, donc c'est pas du tout le Nadal que j'ai analysé. Et là, moi, je me marre. Moi, je me marre au fond de moi quand je stade ce match, parce que je me dis, putain, mais
cadeau, quoi. Là, on est en train de passer sur un match raté de Nadal qui va faire 3-7 pour Daniil, et c'est ce qui a failli se passer. Mais cadeau. Dans le sens, c'est plus Nadal qui passe à côté de sa finale que Daniil qui joue bien. Daniil a été bon, mais c'est plus Nadal qui passe à côté. Et voilà, après, il y a eu ce retournement de situation à 3-2, 0-40. Et là, on a le Nadal qui était monstrueux, qu'on savait, qui allait vraiment gêner Daniil, quoi. Donc, voilà. Est-ce que Daniil passait numéro 1 mondial s'il gagnait en plus? Mais je crois pas. On n'a pas beaucoup suivi ça d'ailleurs. Mais après, j'ai demandé, je crois pas, parce que ils doivent garder encore certains pourcentages de leurs points des années précédentes. Écoute, je suis pas du tout sûr. Okay. Mais je crois pas. Parce qu'en tout cas, ça n'a pas été abordé par les commentaires. Nous, on l'a pas spécialement regardé de notre côté. Ça trottait dans un coin de l'esprit. Je dis pourquoi pas. Mais je crois qu'après, on m'a dit que non. Donc, mais bon, il va passer numéro 1 mondial logiquement cette année, je pense, tu vois. Au niveau, il va y arriver, je pense. Tout ça pour dire que Nadal, il a un niveau de jeu hallucinant sur cet Open d'Australie. Et dans la deuxième partie du match contre Daniil, on a retrouvé ce Nadal ultra dominant au fond. Par contre, contre Daniil, les échanges ont été bien plus longs que sa moyenne d'échanges dans les matchs précédents. Bien plus longs. Parce que c'est aussi Daniil. Daniil, il te force à aller sur des longs échanges. Plus qu'un Shapovalov ou qu'un Khachanov, parce qu'il a un niveau de jeu supérieur. Donc, mais à l'intérieur de cette bataille, ça a été juste exceptionnel ce que Nadal a réussi à produire. Mais là, je pense que voilà, il y a plein de gens qui sont mieux placés que moi pour décrire ce genre de truc. Il a été juste énorme. Est-ce que quand Daniil débreak à 5-4 au 5e, tu fais un bond de l'espace? Putain, on va le... Ouais, évidemment. Là, c'est clair que je te dirais, c'est clair que là, à ce moment, on se dit qu'on a une chance de revenir. Après, voilà, ça peut tourner. Ce match peut tourner. Hein. Nadal était juste meilleur que lui dans les sets. Ça peut tourner. Et ce 5e set peut tourner. C'est émotionnel. Si Daniil revient et il passe son service à 6-5, tu vois, à 6-5, c'est Nadal qui a toute la pression. Et sur un jeu fou, tu peux te retrouver à 7-5 pour Daniil. Donc, évidemment que là, tu cries, tu dis putain, on peut le gagner le titre du coup. Et là, il se refait breaker. Après, c'est 7-5. Et dans l'ensemble, c'est mérité au vu du 3, 4e et 5e set. Juste ce regret, c'est que pour moi, le match pouvait terminer en 3-7 dégueulasses, mais en 3-7. Ouais. Tu as des finales comme ça qui sont pas belles et qui se terminent en 3-7. Et là, ça tourne sur un match historique magnifique parce qu'il y a eu un retournement de situation, il y a une histoire derrière. Et félicitations à Nadal. Hein. Mais après, c'est clair que déçu pour la personne avec qui je travaille, Gilles Servara, clairement. Ouais. Yes. All right, Fab, merci. Qu'est-ce que l'auditeur peut tirer de Rafa, du coup, d'arrêter de faire des fautes et de balancer Tu ne peux pas en tirer grand-chose. Tu es dans une telle maîtrise technique, stratégique, une telle maîtrise complète de tout que... Tu vois, une fois, je rebondis. C'est que les joueurs qui sont à un tel niveau de maîtrise, ils sont peut-être plus difficiles à prendre en exemple que des mecs un peu moins bons. Ouais. Qu'est-ce que tu veux prendre de Nadal? C'est unique ce qu'il fait avec son livre, et puis avec cette agressivité, c'est unique. Ce que tu peux prendre comme exemple, c'est son état d'esprit guerrier. Tu vois, je pense plutôt là-dessus, on ne parle pas de stats. Mais là, il y a quelque chose à prendre, que tout le monde peut s'inspirer de lui. Après, de ce qu'il fait sur un terrain, il est tellement bon en coup droit, en revers. Mais une fois de plus, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, qui a été beaucoup critiqué, la technique est exceptionnelle de Rafa. Et une fois de plus, c'est exceptionnel. Ce n'est pas une mauvaise technique optimisée, c'est une exceptionnelle technique, sauf que la finition passe en haut souvent. Et il le fait déjà moins en plus. Mais voilà, une fois de plus, la technique est indispensable pour bien jouer au tennis, qu'on le veuille ou non. C'est la technique au départ. Tu peux être le meilleur, imagine-toi, tu peux être le meilleur mec mentalement. Le meilleur du meilleur. Mais franchement, tu es un rock, tu es le Nadal numéro 2, tu es du style Mike Horn. Tu es un Mike Horn du tennis. Mec, si tu n'as pas de technique, je te mets 0-0. Et peut-être moi, je suis le mec le plus nul mental de la vie. Tu vois, je veux dire, on oublie, ce que tout le monde dit, oui, c'est le mental. C'est le mental quand les mecs arrivent au même degré technique et tout le reste. Oui, ouais. Mais à la base, la technique, c'est indispensable pour créer des bons joueurs. Ensuite, tu rajoutes de la stratégie. C'est-à-dire comment je vais mettre mes forces en place. Ça vient un peu plus tard.
le mental, c'est un petit peu aussi c'est comme la prépa de match, ce que je fais avec la stats, c'est un peu comme le mental, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est quand tout est bon, ça te ramène une plus-value. Si tout le reste n'est pas bon, ta prépa de stats, tu peux te la mettre où je pense, et ton truc mental peut-être aussi, quoi. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont une technique qui se respecte, décente, il est intéressant de rappeler que l'on a les 33 optimisations qu'on a enregistrées au format audio et vidéo, qui sont ni plus ni moins que le format, on va dire, optimisé du livre que tu as sorti il y a quelques années, qui est revu de manière un petit peu plus récente, puisque voilà, depuis X années, tu as continué de statser, le circuit a évolué, les tendances ont évolué, on les a reprises au format donc, audio ensemble et vidéo, et on a aussi une formation qui permet à l'auditeur de récupérer et d'analyser ses propres statistiques. Tu nous l'as dit tout à l'heure, si on voulait être sûr que le slice était un bon coup, tout simplement statser vos propres matchs et analyser vous-même. Cet outil permet de le faire de manière très simple, efficace, et éventuellement d'aller grappiller les quelques pourcentages qui permettent d'aller choper un ou deux classements de plus. Tu as un nouveau site internet également dont tu voulais nous parler? Oui, d'abord, je vais juste faire une dernière parenthèse par rapport à l'optimisation. Quand on considère que son niveau technique est arrivé à maturité, là, la stratégie et les optimisations qu'on fait prennent toutes leurs importances. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'une fois que tu considères, je dis, voilà, ça c'est mon niveau technique, je me suis stabilisé en faisant comme ça, on peut vraiment optimiser les performances avec l'optimisation, comme ce qu'on a fait. Voilà. C'était juste pour faire une parenthèse. Et maintenant, oui, donc j'ai toujours eu mon site Tennis Profiler, qui était à l'époque gratuit. Maintenant, on est passé avec un forfait premium, un forfait par mois. J'ai quelqu'un maintenant qui m'aide à faire ça, qui s'appelle Guillaume Blériot. Yes. D'ailleurs. Et j'ai décidé de le rendre payant pour plusieurs raisons. C'est que j'avais plus le temps d'offrir mon travail comme ça. Donc, si tu veux, c'est-à-dire sur la version payante, qu'est-ce que tu proposes? C'est toutes les fiches de tous les joueurs. Tu as à peu près 400, 500 profils de joueurs, comme on a fait là, du profiling en profil des joueurs, c'est en anglais, mais on profile tous les joueurs, force, faiblesse, qui permet d'avoir une vision différente de quand on voit ces mecs en match et d'apprendre quelque chose, tu vois. Donc ça, je trouve super intéressant. Donc il y a un dictionnaire de plus de 400 joueurs à disposition pour un forfait minime de 12 € par année. Donc, on n'est pas en train de chercher de faire un gros bénéfice, mais juste que le site puisse tourner, parce que j'ai des frais sur le site, et que moi, ça me redonne une motivation de compléter les fiches, chose que j'avais arrêtée depuis quasi 2 ans. Parce que j'y voyais plus l'intérêt, parce que je travaillais beaucoup, et je me dis, et j'ai pas eu de clients sur le tour grâce au site. C'est vraiment, par contre, on pense que ce site peut créer aussi une communauté petite, évidemment, petite communauté autour de la stats, et on veut développer avec Guillaume autour de là. Et maintenant, on a besoin de gens qui nous suivent et qui contribuent à 12 € par année ou 3 € par mois, ce qui n'est pas une grande somme, mais qui nous aide à vouloir aller de l'avant, surtout au niveau mental, parce que moi, je suis arrivé, comme je t'ai dit, à un stade où j'en avais marre d'offrir mon travail alors que j'ai quasi plus de temps. Attends, tu as dit 3 € par mois? C'est 3 € par mois, une formule, ou 12 € pour une année. C'est une autre formule. Ok. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, vas-y, dis-moi. Soutenez-nous, j'ai envie de dire, soutenez-nous un peu. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'informations pour ceux qui aiment les profiling, qui aiment profiler les joueurs. Et c'est aussi un soutien, et c'est aussi vraiment l'idée de créer une communauté autour de la stats de gens qui aiment ça, et qu'on puisse ensuite, avec eux, développer sur des articles, sur des machins. On est motivé. J'ai quelqu'un, comme je t'ai dit, qui est venu m'aider. Et on a ça à cœur de développer le site, mais plus de manière gratuite comme je le faisais avant, parce que j'y voyais plus l'intérêt. Yes. Et ça sera peut-être en off ou pas, mais si l'auditeur aimerait que tu profiles son jeu en direct live, est-ce que tu aurais une offre là-dessus? On n'a pas fait d'offre par rapport à ça. Après, c'est au coup par coup. J'ai eu des gens qui m'ont contacté pour le faire. Une personne en l'occurrence. Et voilà, je lui ai fait un petit bilan sur quelqu'un de ces matchs. Ce n'est pas quelque chose que je veux développer. Par contre, c'est jamais quelque chose que je dirais non si une personne, on n'est pas dans une demande, j'ai 40 personnes par jour qui me demandent ça. C'est quelque chose qui reste super rare. Et oui, si une personne veut être profilée, on peut trouver un arrangement. Évidemment que ça va lui coûter un certain
un certain montant. Je ne veux pas faire ça gratuitement. Surtout en cette période où comme je t'ai dit, je travaille avec 10 personnes sur le tour, j'ai de moins en moins de temps. Je suis heureux d'avoir de moins en moins de temps parce que ça veut dire que ça fonctionne pour moi où je voulais que ça fonctionne. Le niveau amateur n'est pas. Voilà, on a fait aussi cette formation ensemble d'optimisation pour le niveau amateur et le niveau national. Et je pense que cette formation va donner plus de réponses que moi qui profile leur jeu. Après, s'ils ont déjà acheté la formation et qu'ils veulent rebondir avec ça en plus, avec plaisir. Avec plaisir, je le ferai. Jamais je dirais non à quelqu'un qui veut de la stats. Hein. Jamais. Mais quel grand cœur, ce Georges Clooney de la stat. Non. Non, mais tu sais, on reste toujours dans un truc qui commence à être mieux perçu, mais il ne faut pas oublier non-stop que dans mon cas de figure, je me répète, c'est que pendant des années, on m'a dit que c'était pas bien, inutile. Donc, je vais toujours transporter ce bagage avec moi, qu'on m'a dit que c'était de la merde. Donc, maintenant que ça commence à intéresser à peut-être 10-20% des joueurs de tennis, c'est un honneur pour moi et c'est un devoir, entre parenthèses, d'être là pour eux et de leur répondre et de faire même ce qu'on fait ici. Et je suis honoré parce qu'on m'a tourné le dos tellement d'années que maintenant j'ai une énergie de le faire et je suis content. Donc, quiconque est intéressé par la stats, mais moi je l'accueille les bras ouverts encore, c'est clair et net, parce que ça reste quelque chose qui me passionne, comme tu peux le voir, je crois, et quelque chose que je trouve tellement utile. Et voilà quoi. Et c'est une petite communauté, et c'est pour ça aussi qu'on veut faire grandir cette communauté sur Tennis Profiler. Et on vous attend. Je voudrais bien avoir, allez, on ne veut pas 500 personnes, mais déjà être une vingtaine, une trentaine, pour nous, c'est beaucoup. Ouais, et faire grandir la communauté sur Tennis Légende également. Monsieur évidemment, Sbarro, mais vous êtes déjà des monstres. Vous êtes non, mais comme tu le dis, la stat va intéresser 10-20% des joueurs de tennis. Donc, si on peut aller chercher oui. Voilà, plus de gens pour leur faire comprendre que exactement. Progresser grâce à la stat, mais, c'est tout bénéf. Mais comme je t'ai dit, quitte à développer une petite niche au départ, qui s'agrandira, plutôt que d'aller sur du grand public, qui n'est pas ma spécialité, et où je ne vois pas mon apport plus qu'un bon journaliste ou que vous êtes bien meilleur que moi dans de l'actualité ou dans des fêtes. Il a gagné X, il a fait ça, il a pété sa raquette. Je ne sais pas, ce que les gens prennent en règle générale pour faire de l'audience. On n'est pas dans une niche d'audience, là, on est dans une niche de connaisseurs, et en plus de connaisseurs qui aiment les stats ou de gens qui veulent améliorer leur tennis. C'est ça ma niche et notre niche. Vaut mieux avoir peut-être beaucoup moins de personnes, mais des gens qui sont avec nous. Et c'est ça que j'ai envie de développer, en tout cas cette année avec toi. Allez là. Alors, il y avait un petit retour que je voulais te faire sur d'une personne qui a suivi une formation sur la stat, qui a gagné un match au couteau la semaine dernière. Allez. Et qui me faisait un retour assez sympa. Vincent, peut-être, voilà. Je viens de rentrer d'un match de tennis entreprise. J'ai gagné à 30, je suis 15-5. Au mieux, j'étais 15-4. Bref, j'ai gagné en 3-7, 1-6, 6-4, 6-4. Ce qui est marrant, c'est que j'ai tout simplement gagné au mental, et en appliquant les principes de la stat. C'est 2 masterclass que j'ai achetés. Tac, tac, tac. Alors, attends, non. Au niveau mental, j'ai appliqué des routines, ce qui commence à vraiment bien fonctionner. Et tactiquement, étant un remiseur de fond de cours, avec une capacité à puncher, entre parenthèses, tout est relatif, je suis appliqué à jouer les diagonales et à ouvrir au bon moment. Ce qui est sûr, c'est que c'est un match que j'aurais perdu très lourdement il y a quelques temps, et rien que ça, c'est une vraie réussite. Ça fait plaisir. Hein. Aujourd'hui, avec des clés simples, j'ai fait sauter mon verrou. Merci. Bon. Ça fait plaisir, et je pense qu'on peut rentrer dans une ère où il y a de plus en plus de personnes qui vont être intéressées à ça. Parce qu'en plus, la stratégie, c'est passionnant quand on se met dedans. C'est pas un truc complètement... La condition physique, soit tu aimes faire de la condition physique, soit tu n'aimes pas. Mais je trouve que tu peux me dire la même chose sur la stratégie. Mais ça peut intéresser autant de gens que la condition physique, voilà, pour dire. C'est qu'il y a des gens qui aiment la stratégie, qui se disent wow, c'est cool de voir, c'est comme un jeu d'échecs. Ouais. Et là, je trouve que grâce à la stat, on a des clés qui sont vraiment intéressantes. Quoi. Yes. Et là, ces retours, ça fait plaisir. À tous les niveaux, ça fait plaisir. Quoi. Chaque fois qu'on entendra que grâce à la stat, j'ai pu gagner un match de plus, j'ai appris des choses sur moi, bah, c'est tout bénef. C'est clair. C'est le but, la finalité, c'est ça, c'est de transmettre aussi. Hein. Ouais. Donc, 2 ressources, les 33 optimisations stats et la formation pour récupérer vos propres stats. Merci Fab de ce débrief intégral et général de l'Open d'Australie 2022. Quelle est la suite dans les grandes lignes là, de ton actu ? Ça continue avec la saison indoor européenne qui va être suivie par de l'Amérique du Sud avec certains clients.
et ensuite du Miami Indian Wells en mars. Donc voilà, beaucoup de matchs en prévision. Peut-être je vais aussi retourner 1 ou 2 semaines sur le tour en tant que coach d'un joueur challenger. C'est quelque chose que je voulais faire et qui risque de peut-être se mettre un peu en place certaines semaines. Okay. Donc, franchement, le rêve continue. J'ai qu'à te dire, le rêve continue. Ça a été mon rêve de travailler sur le tour et là, ça continue. C'est génial. Donc, et là, tu continues de donner des cours à côté? À ma fille, ouais. Tu lui fais faire du panier en cadence? Non, pas trop, non. C'est pas ma vision, tu vois. Par contre, une vision technique assez forte parce que, comme je t'ai dit, chez les jeunes joueurs, la technique est primordiale. Ouais. Mais tu dois développer, donc mon point de vue par rapport à ça chez les petits, c'est développer une technique forte, tout en développant la discipline, ça c'est le côté mental, et la consistance. Consistency, c'est ça quand tu dis la régularité, ouais. Yes. Ouais. C'est ultra important. Tu dois toujours faire un mix. Chez les petits, j'ai toujours fait un mix entre apprentissage technique, capacité de remettre le plus de balles en jeu. Et je te promets que le mariage des deux dans l'enseignement, chez les petits, j'ai fait des super résultats chez les moins de 12 ans avec ces stratégies simples, mais répétées. À la baguette avec les sports. Je suis très sévère avec le groupe avec qui j'ai l'air cool, souriant, mais alors là, non. Sur un terrain de tennis, avec les petits, je suis très sévère. Et tu me disais que ta fille, elle accrochait moyen, finalement, si? Elle accroche un peu plus. En tout cas, elle me suit, on continue. J'ai pas un objectif d'en faire une pro, bien que je le rêverais intérieurement, évidemment. Ouais. Mais je vois bien que ses préférences, je ne pense pas qu'elle va pouvoir suivre tout le processus pour être pro, parce qu'au bout d'un moment, il y a trop de motivation intrinsèque. Mais on fait notre chemin, on a du plaisir comme ça. Et par contre, si on le fait quand même bien. C'est comme la vision de le faire bien. C'est pas parce que même si tu penses que tu seras jamais pro, on le fait mal, qu'on ait un apprentissage, qu'on passe du temps ensemble, puis qu'on apprenne plus que le tennis, de la discipline, de la rigueur. Et ça, tu peux l'utiliser pour tout. Donc, voilà, c'est ce que je veux faire avec elle. Et puis, c'est magnifique, quoi. L'école de la vie, l'école de l'Asbar. Voilà. Ouais, mais c'est marrant, mais il faut de la discipline. Tous les grands coachs disent la même chose. Hein. C'est de la rigueur, de la discipline, c'est de faire ton truc, c'est pas t'évader dans 10 000 trucs. On le fait. Et à tous les niveaux, je procède comme ça. Que je prépare un mec au niveau futur, au niveau amateur, que j'entraîne ma fille ou que je prépare une finale de Grand Chelem, j'ai la même rigueur. Yes. Alors peut-être un jour, je fais un peu plus pour une finale de Grand Chelem parce que j'ai plus d'infos. Mais c'est tout le temps le même mindset. C'est que tu donnes ton max dans tout ce que tu fais. Et même si ma fille, elle sera peut-être jamais pro, chaque entraînement, je le fais avec rigueur et professionnalisme pour que lui donner le maximum. Et à son groupe, et ça en respect aussi. Voilà. Tu sais tout. Tu sais tout sur ma vie privée. Oh, ça me fait plaisir cette petite update avec toi, Fab. À quand la prochaine? Quand est-ce qu'on se reparle? Le mois prochain. On fait ça 1 fois par mois. Eh ben, très bien. Non, 1 fois par mois, peut-être en prenant les joueurs clés du mois. Peut-être sur le mois de février, il y aura moins, c'est pas l'Open d'Australie, mais on prend trouvaille 2, mais faire un truc plus court, parce que tu vois bien qu'avec moi d'ailleurs, je pars en sucette, mec, mais je t'aime tellement, Max. C'est ça le truc. C'est ça, ouais. Tu vois, moi, tu me fais pas bailler, tu me fais parler. Ouais, oui, bien sûr, ouais. Dès que je t'ai parlé, t'as cru que je te disais autre chose, t'as lâché. Ouais. C'est marrant, en plus, je suis quelqu'un qui parle peu dans tout, mais quand on me lance dans de la stat là-dedans, j'explose. Ça peut durer toute la nuit. Putain. Tu me sublimes, Max. Comme d'hab, tu me sublimes. Bon, allez, ma femme. L'amour continue. Allez. Adieu. Allez. Bon, bah, dans un mois, et si c'est pas dans un mois, ça sera après la tournée américaine de mars. On fait comme ça? Exact. Ouais, exactement. En tout cas, de toute manière, après Indian Wells, Miami, là, il y aura du contenu. On va avoir 2-3 joueurs, surtout féminins, qui vont exploser. Oh, j'ai hâte. Mais qu'est-ce que j'ai hâte. Allez, à bientôt, Fab. Ciao, ciao. Allez, ciao, à bientôt. Merci d'avoir suivi ce 7e hors-série stat avec notre Master Helvète. Viens me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aide comme jamais à faire connaître notre travail. Et si toi aussi tu veux passer ton jeu au peigne fin à l'aide de la stat, et enfin comprendre chiffre à l'appui pourquoi tu gagnes ou perds tes matchs, tu as jusqu'à dimanche pour profiter de 100 € offerts sur notre formation stat. Tu vas découvrir l'outil que Fab utilise pour statser les rencontres de ses clients et leur délivrer des préparations de matchs chirurgicales. Fab est catégorique, ça permet de gagner en moyenne 15% de matchs en plus, de quoi aller grappiller 2 classements supplémentaires cette saison. La formation est garantie satisfait ou remboursé pendant 60 jours,
sur simple demande par mail, alors ne te prive pas et fonce. Les liens sont en description de l'épisode. A tout de suite de l'autre côté pour cette formation stats animée par Fab et moi-même. Prends soin de toi. Ciao.